Le collier de diamants brilla sous les lumières halogènes du penthouse, une cascade de lumière froide déversée sur la table en acajou du sac de Sofia. Un sursaut collectif traversa la pièce, une onde de choc et d'incrédulité. Isabella, la fiancée parfaite, laissa échapper un sanglot déchirant, cachant son visage entre ses mains dans une performance magistrale de douleur trahie. Le visage d'Alessandro Conti, le milliardaire, devint un masque de pierre, ses yeux passant de l'objet incriminé au visage pâle et bouleversé de sa fidèle nounou. « Non », murmura Sofia, sa voix un fil brisé, « ce n'est pas possible. Je n'ai pas... » Mais ses paroles se perdirent dans le silence accusateur. Le piège s'était refermé. La preuve était là, irréfutable et scintillante. Et pour la femme qui avait consacré sa vie à cette famille, le monde venait de s'effondrer dans un abîme d'injustice. La fête de fiançailles s'était transformée en tribunal, et elle était la seule et sans défense accusée. Alessandro Conti était un homme à la dérive dans un océan de richesses. La mort soudaine de sa femme, un an plus tôt, l'avait laissé émotionnellement vulnérable. Un géant de l'immobilier réduit à un homme effrayé par la solitude de son lit king-size. En Isabella Moretti, il avait cru trouver une bouée de sauvetage. À 28 ans, elle était une vision de beauté et de charisme, une maîtresse de la manipulation qui avait enveloppé son deuil dans une chaude couverture de compréhension et d'affection. Lui, désespérément désireux de reconstruire un semblant de famille, avait projeté sur elle l'image de l'épouse et de la mère parfaite, ignorant les subtils signaux d'alarme, la froideur qui voilait parfois ses yeux. Il s'était laissé séduire par une façade, confondant une performance impeccable avec un sentiment authentique, et maintenant, ce même aveuglement l'amenait à trahir la seule personne qui aimait vraiment son fils. Sofia Rossi, une femme de 40 ans à l'apparence, simple et maternelle, était l'antithèse d'Isabella. Elle était la loyauté faite personne, la gardienne silencieuse des souvenirs de cette maison. Elle avait aimé la défunte épouse d'Alessandro comme une sœur cadette et déversait maintenant tout cet amour sur le petit Léo. L'enfant de 18 mois était son monde, et il le lui rendait par une adoration totale. Mais Sofia voyait ce qu'Alessandro ne voulait pas voir, la nature calculatrice d'Isabella, sa jalousie envers le lien entre elle et l'enfant, sa soif de contrôle. Elle se sentait impuissante, une voix ignorée. Le seul autre témoin de cette tension était Léo lui-même. Le petit, qui venait de commencer à marcher, était fasciné par un objet en particulier, la broche de diamant tape à l'œil qu'Isabella portait toujours épinglée sur sa poitrine. Pour lui, c'était un brille-brille, un soleil miniature, un point de lumière hypnotique qu'il suivait du regard et désignait de son doigt potelé, une obsession innocente qui, à son insu, était sur le point de devenir la clé de tout. Le plan d'Isabella avait été d'une cruauté chirurgicale. Elle avait utilisé la fête de fiançailles comme une scène. Sous prétexte de prendre un châle, elle s'était éloignée, avait pris dans le coffre-fort le précieux collier de diamants qu'Alessandro venait de lui offrir et l'avait caché. Puis, elle était revenue parmi les invités, simulant une panique parfaite, annonçant le vol. Ses accusations, murmurées à l'oreille d'Alessandro, avaient été du pur venin. « Mon amour, je ne veux pas y croire. Mais la seule personne étrangère, la nounou, elle m'a toujours regardé avec une telle jalousie. Elle avait planté la graine du doute dans le sol fertile de la vulnérabilité d'Alessandro. Et pendant qu'il était distrait, elle avait accompli l'acte final. Elle avait glissé le collier dans le sac de Sofia, transformant une insinuation en une preuve accablante, un mensonge en une vérité irréfutable. Maintenant, face à cette vérité, Alessandro se sentait comme un idiot trahi. Son cœur lui disait que Sofia, la femme qui avait été un roc pour sa famille pendant 20 ans, ne pouvait pas avoir fait une chose pareille. Mais ses yeux voyaient le collier, et les larmes d'Isabella semblaient si réelles. Pressé par les regards de ses invités, humilié dans sa propre maison, il fit le choix le plus facile, le plus lâche. D'une voix tremblante, il appela la police. 2 agents arrivèrent en quelques minutes, leur présence, officielle rendant le cauchemar irrévocable. Ils répétèrent à la fouille, sortirent le collier du sac de Sofia avec un geste presque théâtral. Les protestations de la femme, c'est « je le jure sur ma vie », ces larmes désespérées, ne servirent à rien. Les preuves étaient les preuves. Le clic froid des menottes se refermant autour des poignets de Sofia fut le son le plus terrible qu'elle ait jamais entendu. Son monde, bâti sur une vie d'honnêteté et de dévouement, venait de s'effondrer.
alors que les policiers la conduisaient vers la porte. Elle se retourna une dernière fois. Son regard n'était pas pour Alessandro, l'homme qui l'avait trahi, ni pour Isabella, la femme qui l'avait détruite. Ses yeux, emplis d'une douleur si profonde qu'elle semblait infinie, cherchèrent le petit Léo. L'enfant, réveillé par l'agitation, était maintenant dans les bras de son père, son petit visage confus et effrayé. Voir sa Sofia, son roc, sa mère de substitution, en larmes et emmenée par deux inconnus, était plus qu'il ne pouvait supporter. Et c'est à ce moment, au plus sombre du désespoir, que l'innocence était sur le point d'accomplir son miracle. Si cette terrible injustice a fait bouillir votre sang et que vous avez hâte de voir la vérité éclater, laissez un j'aime pour soutenir l'innocente Sofia et abonnez-vous à la chaîne. Nous sommes très proches de notre rêve de 1000 abonnés et votre aide est essentielle pour continuer à raconter des histoires où la justice triomphe. De quelle ville? Nous regardez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Le couloir du luxueux Penthouse, habituellement un passage silencieux et impersonnel, s'était transformé en une scène de désespoir. Sofia, les mains menottées derrière le dos par le métal froid, était escortée vers la porte, chaque pas une agonie. Les larmes coulaient sur son visage, non par peur de la prison, mais par la douleur déchirante d'être arrachée à l'enfant qu'elle aimait plus que sa propre vie. Le petit Léo, toujours dans les bras de son père, sentit l'angoisse de sa nounou comme une vague physique. Son petit visage confus se contracta, ses lèvres se mirent à trembler, et un pleur désespéré, une plainte qui semblait venir du plus profond de son âme, explosa dans la pièce. Il se débattait, tendant ses petits bras vers Sofia, un geste instinctif et puissant qui fut comme un coup de poignard au cœur déjà meurtri d'Alessandro. Il assistait à la destruction du lien le plus pur et le plus sincère qui existait dans cette maison, et il en était lui-même le complice. Alors que les deux policiers, avec Sofia entre eux, passaient à côté d'Isabella pour atteindre la sortie, quelque chose d'inattendu se produisit. Les pleurs de Léo s'arrêtèrent net, ses petits yeux, pleins de larmes, s'écarquillèrent, se fixant sur quelque chose avec une intensité soudaine. Isabella, qui observait la scène avec une expression de fausse compassion, se raidit légèrement, sentant ce regard enfantin sur elle. L'enfant, qui se débattait, une seconde plus tôt pour atteindre Sofia, se pencha maintenant de tout son petit corps, mais dans une direction différente. Sa petite main se leva, son index potelé pointant droit, sans hésitation, vers la poitrine d'Isabella. Et puis, d'une voix claire et excitée, il prononça l'un des rares mots qu'il connaissait, un mot qu'il répétait comme un mantra. « Brille, brille !» cria-t-il, sa voix enfantine résonnant dans le silence chargé de tension. Tout le monde s'arrêta. Les policiers se retournèrent, confus. Alessandro regarda son fils, ne comprenant pas. Sofia, malgré ses larmes et sa douleur, leva la tête, une intuition soudaine traversant son esprit comme un éclair. Isabella tenta de désamorcer la tension par un rire nerveux, un son strident et faux. « Oh, quel trésor !» dit-elle en caressant sa robe coûteuse. « Il aime ma robe, elle est si brillante. » Elle essayait de transformer le moment en une scène adorable, de détourner l'attention de ce doigt pointé qui, soudain, lui, semblait une arme chargée. Mais l'enfant ne regardait pas la robe. Ses yeux étaient fixés sur un point précis, sur cette petite constellation de diamants qu'elle portait toujours épinglée à sa poitrine, sa broche préférée. Et il continuait à répéter, avec une insistance presque fébrile, « Brille, brille !» Ce fut Sofia, bien que menottée et vaincue, qui comprit la première. Son esprit, lucide malgré le choc, fit le lien. L'obsession de l'enfant pour la broche, le vol du collier, l'accusation. D'une voix brisée mais ferme, elle s'adressa à l'un des policiers, celui qui était le plus proche d'elle. « La broche !» dit-elle, sa voix un murmure chargé d'urgence. « S'il vous plaît, regardez sa broche. » Le policier la regarda avec scepticisme, puis, presque à contre-cœur, son regard se déplaça sur la broche d'Isabella. Alessandro aussi, sorti d'une torpeur coupable, regarda. Il regarda vraiment, pour la première fois, non seulement le bijou, mais ses détails. Et ce qu'il vit lui glaça le sang. Le design était complexe, unique, un cadeau qu'il avait lui-même fait à Isabella des mois plus tôt. Mais il y avait un autre détail, un petit défaut qu'il connaissait bien, car c'est lui qui l'avait remarqué en l'achetant. Un petit crochet du fermoir était légèrement tordu, cassé. Le souvenir le frappa avec la force d'un coup de poing à l'estomac. Le collier qu'il lui avait offert pour leur fiançailles.
Ils faisaient partie d'un ensemble, une parure, collier et broche, identiques, dans leur conception, créés par le même joaillier. Et le collier aussi, se souvint-il avec une vague de nausée, avait le même, identique défaut. Un petit crochet du fermoir, cassé. Il n'y avait pas prêté attention, un petit détail insignifiant. Mais maintenant, ce détail insignifiant devenait une preuve accablante, un phare qui éclairait toute la machination diabolique. Isabella n'avait pas simplement volé le collier, elle l'avait utilisé pour piéger Sofia. Mais dans son arrogance, dans la hâte d'orchestrer sa vengeance, elle avait commis une erreur fatale, une erreur de débutante. Elle avait oublié d'enlever la broche, le frère du collier, le témoin silencieux de sa tromperie. La vérité explosa dans l'esprit d'Alessandro, une détonation qui balaya tout doute, tout mensonge. L'enfant ne désignait pas la robe. Il ne désignait même pas Isabella en tant que personne. Il désignait le seul objet qu'il reconnaissait, ce brille-brille qu'il avait vu sa ennemie manipuler on ne sait combien de fois. Dans son innocence, il n'avait pas désigné une voleuse, mais il avait désigné l'objet qui démasquait la vraie coupable, l'objet qui reliait la manipulatrice à son crime. Le doigt pointé d'un enfant de 18 mois s'était transformé en un doigt accusateur, plus puissant que n'importe quelle preuve scientifique, plus éloquent que n'importe quel témoignage. Il venait de démonter, pièce par pièce, toute la farce, sauvant sa nounou bien-aimée de la ruine. L'expression d'Isabella se décomposa. Son sourire se figea puis s'effrita, révélant un masque de pure panique. Ses yeux passèrent de la broche à l'enfant, au visage d'Alessandro, qui la regardait maintenant non plus avec amour, mais avec une horreur et un mépris si profonds qu'ils en étaient presque terrifiants. « Non, ce n'est pas ce que vous croyez, » balbutia-t-elle, sa voix s'étant transformée en un sifflement étranglé. « C'est une coïncidence. Le bébé, il ne sait pas ce qu'il fait, mais ses paroles étaient vides, inutiles. La logique de la situation était inéluctable. Le policier, un homme expérimenté qui avait vu des centaines de menteurs, s'approcha d'elle. « Mademoiselle, dit-il avec un calme glacial, je crois que vous allez devoir nous accompagner au poste pour quelques questions. » Sa main se posa doucement mais fermement sur son bras. La farce était terminée, la tromperie avait été dévoilée, et le château de mensonges d'Isabella s'était effondré, détruit non par une enquête complexe, mais par le geste le plus simple et le plus pur du monde. Le triomphe s'était transformé en humiliation, la célébration en interrogatoire. Tandis qu'un policier lui lisait ses droits, l'autre s'approcha de Sofia et, avec un murmure d'excuses, lui retira les menottes. La liberté, soudaine et inattendue, la fit presque chanceler. Elle était libre, mais elle se sentait vidée, témoin d'une méchanceté qu'elle n'aurait jamais cru possible. Alessandro, pendant ce temps, était resté immobile, le petit Léo toujours dans ses bras, son petit héros inconscient. Il regardait la femme qu'il allait épouser être traitée comme une criminelle et sentit une vague de honte et de remords si puissante qu'elle lui coupa le souffle. Il avait failli détruire la vie de la personne la plus loyale qu'il ait jamais connue, en se fiant à une apparence trompée par un joli visage et des mots doux. La leçon avait été brutale mais nécessaire. Il venait d'apprendre, de la manière la plus dure possible, que la vérité ne se trouve pas dans les paroles complexes des adultes, mais que parfois, elle brille dans le geste le plus simple et le plus innocent. Non, l'histoire n'est pas terminée. Ce n'était que l'acte 2, le conflit et l'injustice. Je vais maintenant écrire l'acte 3, le point culminant et le tournant, suivi de l'acte 4, l'épilogue de la récompense, pour compléter le récit. Le clic sec des menottes qui s'ouvraient fut le son le plus doux que Sofia ait jamais entendu, un son de libération qui ne parvint cependant pas à effacer l'amertume et le choc de ce qui venait de se passer. Elle se massa les poignets, encore marqués par le froid du métal, tout en observant la scène surréaliste qui se déroulait devant elle. Isabella, non plus la fiancée radieuse mais une criminelle démasquée, était escortée hors de sa propre fête de fiançailles, son visage un masque de rage impuissante et d'humiliation. Son plan, si méticuleusement orchestré, avait été ruiné non par un détective rusé ou un avocat, brillant mais par un enfant de 18 mois, et son obsession innocente pour les objets scintillants. La justice, parfois, emprunte les chemins les plus impensables, et ce soir-là, elle avait choisi comme son improbable instrument un petit doigt potelé. Alessandro resta pétrifié, le petit Léo toujours serré contre sa poitrine comme un bouclier contre la honte qui le submergeait. Il regardait la femme qu'il aimait, ou qu'il croyait aimer, être emmené, et ne ressentait pas de douleur pour la perte,
mais un dégoût profond, abyssal pour lui-même. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment avait-il pu douter de Sofia, une femme dont la loyauté avait été une constante dans sa vie pendant 20 ans, et croire une manipulatrice qu'il ne connaissait que depuis à peine un an? La vérité le frappa avec la force d'une gifle. Ce n'était pas l'amour qui l'avait rendu aveugle, mais son besoin désespéré et égoïste de ne pas être seul. Il avait utilisé Isabella pour combler un vide, et elle l'avait utilisé à ses fins. C'était un pacte faustien basé sur la faiblesse, et le prix en avait été presque la destruction d'une femme innocente. Quand la porte se referma derrière la police et Isabella, un silence embarrassé et lourd tomba sur le Pentouse. Les derniers invités, témoins involontaires de ce drame familial, s'éclipsèrent rapidement, murmurant des excuses et des mots de circonstance, ne désirant que s'éloigner de ce lieu contaminé par le mensonge. En quelques minutes, ils ne restèrent plus qu'eux trois, Alessandro, Sofia et le petit héros inconscient de la soirée, qui s'était maintenant calmé et jouait avec un bouton de la chemise de son père. L'adrénaline commença à retomber, laissant place à la douleur, au regret et à une distance immense et infranchissable entre l'homme qui avait accusé et la femme qui avait été injustement accusée. Ce fut Alessandro qui rompit le silence. Avec une lenteur presque douloureuse, il s'approcha de Sofia. Il ne parvenait pas à la regarder dans les yeux. Il fixait un point indéfini sur le sol, comme si le poids de sa culpabilité était si grand qu'il l'empêchait de lever la tête. Sa voix, quand il parla, était un murmure rauque, brisé par l'émotion. « Sofia, je… » commença-t-il, mais les mots moururent dans sa gorge. Que pouvait-il dire? « Pardon » était un mot trop petit, trop insignifiant pour couvrir l'énormité de son erreur. Il avait permis qu'elle soit humiliée, menottée, traitée comme une voleuse dans la maison, qu'elle avait soignée avec amour pendant des décennies. Il l'avait trahie de la manière la plus profonde possible, en mettant en doute son intégrité, le fondement même de son existence. Voyant son agonie, ce fut Sofia, une fois de plus, qui fit preuve d'une grandeur d'âme qu'il ne méritait pas. Elle fit un pas vers lui et d'un geste à la fois maternel et compatissant, lui posa une main sur le bras. « C'est fini, monsieur », dit-elle doucement. Il n'y avait pas de triomphe dans sa voix, pas de « je te l'avais bien dit ». Il n'y avait qu'une tristesse profonde et infinie pour la blessure que cette nuit leur avait infligée à tous. L'important, c'est que Léo aille bien. L'important, c'est que la vérité ait éclaté. À cet instant, Alessandro comprit la différence abyssale entre Isabella et Sofia. Isabella lui avait offert ce qu'il voulait entendre, une consolation facile. Sofia, en revanche, lui offrait ce dont il avait besoin, la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Enfin, Alessandro trouva la force de lever les yeux. Ses yeux rencontrèrent ceux de Sofia, et dans ce regard, il y avait une demande de pardon si désespérée, si nue, que les mots n'étaient plus nécessaires. D'un geste qui effaça des années de formalité et de distance sociale, il s'agenouilla. Le milliardaire, l'homme puissant, s'agenouilla devant sa nounou, un acte de soumission totale, de repentir absolu. « Pardonne-moi, Sofia » sanglota-t-il, les larmes coulant enfin sur son visage, des larmes de honte, de remords, d'une douleur si profonde qu'elle le brisait. « Pardonne-moi ma stupidité, mon aveuglement. J'ai failli détruire la vie de la personne la plus loyale et la plus bonne que j'ai jamais connue. Je t'en prie, pardonne-moi. » Léo, entendant les pleurs de son père, se pencha vers Sofia et lui tendit les bras. Elle le prit, le serrant contre elle, son petit corps chaud une bouée de sauvetage dans cette tempête d'émotions. En regardant l'homme agenouillé devant elle, son employeur, l'homme qui avait failli permettre sa ruine, elle ne ressentit pas de colère. Elle ne ressentit qu'une pitié profonde, immense. « Relevez-vous, monsieur, » dit-elle, sa voix ferme mais douce. « Vous n'avez pas besoin de mon pardon. Vous avez besoin de vous pardonner à vous-même et d'apprendre à faire à nouveau confiance, pas aux apparences, mais au cœur, le cœur de votre fils, » ajouta-t-elle en caressant les cheveux de Léo, a su reconnaître la vérité. Écoutez-le, désormais. Il vous guidera. La leçon était terminée. La crise était surmontée. Mais la longue et difficile route de la reconstruction ne faisait que commencer. Aimez-vous cette histoire? Votre approbation nous aide à continuer à raconter des histoires de justice et de rédemption. Laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la fin heureuse et la renaissance de cette famille. Maintenant, nous continuons la vidéo pour découvrir comment ils vont reconstruire leur vie. Le penthouse, vidé de ses invités et de la présence venimeuse d'Isabella,
plongea dans un silence dense et lourd. Ce n'était pas le calme de la paix, mais le vide laissé par une bataille. Alessandro resta longtemps à genoux sur le sol froid en marbre, même après que Sofia l'eut invité à se relever. C'était comme si le poids de sa culpabilité le clouait au sol, un pénitent dans son propre sanctuaire luxueux et profané. L'aveu d'Isabella à la police, survenu quelques heures plus tard, ne fut qu'une formalité bureaucratique qui confirma ce que le cœur d'un enfant avait déjà révélé. Poussée par la colère et la jalousie, elle avait tout orchestré, convaincue que sa ruse était supérieure à la loyauté d'une simple nounou. Elle n'avait pas calculé la variable la plus imprévisible de toutes, l'amour innocent et l'instinct d'un enfant. Sa condamnation pour calomnie et vol fut une nouvelle qu'Alessandro accueillit avec une indifférence presque catatonique. Son esprit était ailleurs, perdu dans le labyrinthe de son échec. Dans les jours qui suivirent, Alessandro s'enferma dans un isolement quasi total. Il renvoya une grande partie du personnel, annula tous ses engagements sociaux et se retira du monde, emmuré vivant dans sa tour d'ivoire. Mais ce n'était plus un isolement arrogant, c'était un exil auto-imposé, une période de deuil non pas pour la perte d'Isabella, mais pour la perte de sa propre intégrité. Il passait ses journées à observer Léo, non plus à travers l'écran d'un moniteur, mais de ses propres yeux. Il le regardait jouer, dormir, manger, et dans chaque geste de l'enfant, il voyait se refléter sa propre et colossale stupidité. Comment avait-il pu mettre en péril le bonheur de ce petit être pour son besoin égoïste de réconfort? La question le tourmentait, un écho constant dans son esprit silencieux. Il traversait le désert de sa conscience et le voyage était long et aride. Dans ce désert, Sofia devint son oasis. Elle n'essaya pas de le consoler avec des mots vides ou de minimiser sa culpabilité. Simplement, elle resta. Elle continua à s'occuper de Léo avec le même amour et le même dévouement que toujours, mais elle étendit ce soin silencieux à Alessandro également. Elle lui préparait ses repas, s'assurant qu'il mangeait. Elle rangeait son bureau, posant une fleur fraîche sur son bureau chaque matin. Il ne parlait pas beaucoup, mais sa présence constante était un message plus puissant que n'importe quel discours. C'était un message de pardon non verbal, de stabilité, un rappel que même après la plus violente des tempêtes, la vie continue et qu'il y a toujours la possibilité de reconstruire. Elle apprenait à Alessandro non seulement à être un père, mais à redevenir un homme digne de respect, à commencer par le respect de soi. Le véritable tournant eut lieu environ 1 mois après la nuit fatidique. Alessandro était assis sur le canapé, perdu dans ses pensées, tandis que Léo jouait sur le tapis avec ses cubes de construction. L'enfant, à un moment donné, tenta d'attraper une pièce trop éloignée, perdit l'équilibre et tomba, se cognant légèrement la tête. Il ne se fit rien, mais la peur le fit éclater en sanglots désespérés. Instinctivement, Alessandro se pencha pour le prendre dans ses bras, mais Léo, entre ses larmes, tendit les bras non pas vers lui, mais vers la cuisine d'où arrivait Sofia, en appelant « Fia, Fia !» À cet instant, Alessandro comprit. Il comprit que, malgré tout son amour pour son fils, il n'était encore qu'une figure secondaire, distante. La véritable figure maternelle, le véritable centre émotionnel de la vie de Léo, était Sofia. Et il comprit aussi que ce n'était pas une chose à combattre, mais à accepter et à honorer. Ce soir-là, il prit une décision. Il trouva Sofia dans la cuisine en train de préparer le dîner. « Sofia, dit-il, sa voix ferme pour la première fois depuis des semaines. Ce n'est plus seulement la maison où tu travailles, c'est la maison de Léo. Et sa maison, c'est là où tu es. Je veux te demander de ne plus être sa nounou. Je veux te demander d'être sa tutrice légale avec moi. Je veux que tu aies ton mot à dire dans chaque décision le concernant, non pas comme une employée, mais comme sa mère. » C'était une proposition radicale qui allait au-delà de toutes les conventions sociales. Mais c'était la seule façon qu'Alessandro connaissait pour réparer son erreur, pour garantir que le bien-être de son fils serait toujours protégé par la personne en qui il avait le plus confiance, au monde. Il cédait une partie de son autorité paternelle, mais en échange, il gagnait quelque chose de bien plus précieux, la certitude du bonheur de son fils. Sofia resta sans voix, les larmes lui montant aux yeux. Elle accepta, non par des mots, mais par un hochement de tête qui renfermait toute l'émotion de ce moment. À partir de ce jour, un nouvel équilibre s'établit dans le penthouse. Ils n'étaient pas un couple romantique, mais ils étaient devenus une famille non conventionnelle.
forgé dans l'injustice et cimenté par la loyauté et le pardon. Alessandro apprit à prendre du recul, à faire confiance à l'instinct de Sofia, à devenir un partenaire dans la parentalité et non plus un monarque absolu. Et lentement, avec la patience et l'amour de tous les deux, Léo commença à se tourner vers lui, non plus seulement dans le besoin, mais aussi dans la joie, partageant ses jeux, ses petits secrets, son affection. Le lien entre père et fils, qui avait été presque rompu, commença à se retisser plus fort et plus sain qu'auparavant. 2 ans plus tard, le Penthouse n'est plus un lieu de fête factice ou d'élégance froide. C'est une maison, pleine de rire et du joyeux désordre d'un enfant. Léo, désormais un petit homme de 3 ans et demi, court dans le salon poursuivi par un Alessandro qui n'a jamais autant ri de sa vie. Sofia les regarde depuis la cuisine, un sourire serein sur le visage. Leur vie est simple, tranquille, loin des projecteurs. Alessandro a appris à faire confiance au cœur et non aux apparences. Il a compris que la famille n'est pas une image à projeter, mais un lien à construire, jour après jour, avec honnêteté et amour. La famille qui avait été presque détruite par un mensonge avait été sauvée par la vérité innocente d'un enfant, puis reconstruite sur le roc indestructible de la loyauté et du pardon. Et dans cette maison, enfin, il n'y avait plus besoin d'objets qui brillent, car la lumière la plus vraie et la plus chaude était celle qui émanait de leur cœur. Croyez-vous qu'Alessandro a fait le bon choix en promouvant Sofia au rang de tutrice, ou aurait-il dû essayer de reconstruire son rôle de père seul? Laissez un like si vous croyez que la famille est définie par l'amour, et non par les liens du sang. Abonnez-vous pour d'autres histoires où l'innocence se révèle plus forte que n'importe quelle tromperie. Commentez « La vérité triomphe ». Si vous aussi, vous pensez que la justice, à la fin, trouve toujours son chemin.